propose, on enchaîne. Très bien. Alors, la parole est aux éleveurs. Ils ont déjà commencé à parler, hein. Mais on a voulu réunir autour de la même table plusieurs éleveurs au parcours différents, avec des trajectoires originales, pour proposer une photographie très concrète de la profession. Le but est d'offrir des témoignages vivants qui vont nous permettre de nous confronter au réel. Alors, on devait être 4, on ne sera que 3. Il y a malheureusement Jonathan Guida qui est souffrant, et on pense à lui. Mais nous avons 3 invités. Donc d'abord Christophe Haas, qui est président national du service de remplacement, qui peut nous rejoindre s'il le souhaite. Donc Christophe Haas, qui est également producteur de volailles en Alsace, à Reimerswiller, précisément. J'espère que je ne me suis pas trompé. Bonjour monsieur, asseyez-vous, je vous en prie, et soyez le bienvenu. Nous avons également Christophe Maginot, qui est éleveur, producteur de lait tout près d'ici, à Lille-en-Barrois, administrateur à la FNPL, donc la Fédération nationale des producteurs de lait. Bonjour. Et vous, vous êtes monsieur François. Donc Éric François, créateur d'une entreprise de main-d'œuvre, micro-entreprise de main-d'œuvre temporaire, ancien exploitant agriculteur à Tuméréville, c'est ça, dans la Meuse, hein, également. Meurthe-et-Moselle, pardon, je devrais le savoir, je suis lorrain. Hein. Et puis donc monsieur Christophe Maginot, j'en parlais à l'instant, donc éleveur producteur de lait à Lille, en Barrois. Alors, je me tourne peut-être d'abord vers Christophe Haas, donc, qui préside le service national de remplacement. Vous n'êtes pas producteur de lait, mais producteur de volailles, mais c'est bien aussi. Hein. On a beaucoup parlé RH, temps disponible, marque employeur. Est-ce que le service de remplacement est une des solutions? Qu'est-ce que c'est d'abord? Comment ça fonctionne? Comment ça marche? Dans quel moment est-ce que vous intervenez? Voilà, donc merci. Service de remplacement, donc c'est une association, enfin où c'est plusieurs associations, parce que globalement il y en a un petit peu dans tous les départements. Ça représente à peu près 15 000 salariés au niveau national, pour à peu près 5 millions d'heures de remplacement qui sont effectuées. Voilà, donc des journées de 8 heures, je vous laisse faire le calcul, avec pas loin de 75 000 adhérents. Voilà, donc quand on connaît la population agricole aujourd'hui, qui est située autour des 350-400 000, ça fait un petit 25%. Donc les services de remplacement ont été créés et ont vocation à remplacer des chefs d'exploitation, donc les dirigeants. Les dirigeants, quoi, donc vraiment les installés, quoi, les personnes, voilà, vous les associés exploitants. Alors c'est pas, oui, c'est ce que vous me disiez, hein. Ça n'est pas une société d'intérim. On est plus dans le management de transition, peut-être. On remplace les patrons. C'est en fin de compte, voilà, c'est une association de remplacement des patrons, donc qui peut venir en complément d'autres outils, quoi. Donc on est également quand même des groupements d'employeurs, mais avec justement cette particularité de ne remplacer que les patrons. Donc pour les différents motifs, que ce soit les motifs les plus connus qui sont maladie, accident, on peut avoir voilà, des événements un peu plus heureux, donc congé maternité, congé paternité, globalement quand ça va. Également pour les congés. Les congés, oui. Donc là, en plus, on vient d'avoir une annonce du ministre, donc lors des terres de gym, avec un congé crédit d'impôt sur des congés qui a été étendu. On peut savoir qu'avant, on était sur des prises en charge de 50% sur 15 jours. Là, aujourd'hui, on sera sur a été étendu d'une semaine, quoi. Donc, on peut bénéficier de 20 jours à 50% de crédit d'impôt. Donc c'est là où c'est important, c'est la notion de crédit d'impôt. Fiscalité, enfin. Donc de fiscalité également, mais ça veut dire que même pour les gens qui ne payent pas d'impôt, parce que souvent on me dit oui, mais quand tu ne payes pas d'impôt, non, crédit d'impôt, c'est même si vous ne payez pas d'impôt, c'est une aide qui va vous être versée par la suite. Donc globalement, 50% sur un coût de la journée moyen au niveau national qui se situe aux alentours des 170 €, donc pour une journée de 8 heures. Ce qui fait voilà, un reste à charge d'un peu plus de 80 €. Enfin voilà, pour une journée de remplacement. Donc ça veut dire quelque part de la main d'œuvre dans ces circonstances-là qui est quand même relativement abordable, sachant qu'après c'est des formules quasiment clés en main.
Voilà, par rapport. Alors vous vous rémunérez le service de remplacement ou c'est une activité qui est comment dire associative et bénévole ou c'est un business aussi? Le service de remplacement Globalité, c'est des associations, donc on est à but non lucratif. Donc quelque part, voilà, on va dire, on est au plus juste, voilà, au niveau de la masse salariale. Alors effectivement, il y a quelques frais de fonctionnement quand même, quoi, ce qui est un petit peu, voilà, l'établissement des contrats ou le reste. Mais globalement, non, il n'y a pas de, on va dire, voilà, il n'y a pas de bénéfice qui en est fait, quoi. Alors vous ne remplacez pas que des producteurs de lait. Vous intervenez dans tous les domaines de l'agriculture, je crois. Vous me le confirmez? Donc, oui, on intervient dans tous les domaines de l'agriculture, quoi. Après, on va dire avec comme une tendance d'activité sur toute la partie, tout ce qui est élevage, parce que c'est là où il y a un peu plus de demande, on va dire. Voilà, comme ça a été dit avant, une exploitation agricole en élevage, donc que ce soit élevage laitier ou élevage autre, c'est 2 fois par jour, 365 jours par an, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu cette spécificité. Après, sur d'autres productions, oui, il y a un petit peu moins de demande, mais les services de remplacement sont, les plus gros sont dans les grands bassins d'élevage. Ouais. Alors, quelles sont les spécificités, malgré tout, de l'activité laitière pour un remplaçant? Est-ce qu'il y a des singularités, des choses particulières ou est-ce que c'est pas plus difficile de trouver un remplaçant pour une production laitière que pour une production de volaille ou pour du blé? Là aujourd'hui où c'est plus difficile de trouver, c'est vraiment sur des gens qui sont formés, qualifiés. Donc je dirais maintenant dans un système plus conventionnel, en céréales, ça va être sur tout ce qui est nouvelles technologies, les GPS, le numérique, tout ça c'est compliqué. Aujourd'hui, là où on a le moins de mal à recruter, effectivement, c'est en élevage. Globalement en élevage, même en élevage laitier, parce que selon la typologie des salariés qu'on a, certains sont formés, certains sont issus d'une formation agricole, d'une formation production animale. Après, ce qui va nous déterminer, ça va être la capacité de l'agent de remplacement quand il va arriver sur une exploitation à pouvoir s'adapter au plus juste, donc déjà des besoins de l'éleveur et après de la façon de fonctionner des éleveurs. Donc voilà, chacun un petit peu son mode de fonctionnement un petit peu différent. En élevage laitier, c'est là où c'est un petit peu le plus disparate entre des gens qui sont encore en salle de traite, des gens qui sont déjà en robotisation. Voilà, mais globalement, c'est là où on a les meilleurs retours et où c'est quasiment plus facilement, où on a le plus de facilité à s'adapter parce que les éleveurs eux-mêmes aussi ont cette envie de transmettre différentes choses et de faire évoluer les agents de remplacement. Alors, vous les recrutez où, ces managers de transition, ces remplaçants? Qui sont-ils? Comment vous vous assurez de leurs compétences, de leur fiabilité? Donc globalement, les agents de remplacement, on va dire voilà, ça c'est un peu une spécificité des services de remplacement, c'est qu'il n'y a que 20% des agents de remplacement sur les 15 000 au niveau national qu'on peut avoir qui sont sous le statut de CDI. Donc, qui sont des salariés à temps complet. Au niveau du recrutement, pour ces agents de remplacement, on a une partie, les sorties d'école. Donc c'est vrai qu'après nous, derrière, il va falloir qu'on soit bon aussi à faire un petit peu les différents forums de l'emploi, faire un petit peu à donner envie justement à ce métier-là. Maintenant, pour l'instant, globalement, je dis bien dans la globalité, ça se passe relativement bien. On a des gens qui sont en reconversion professionnelle, ça nous arrive aussi. On a des personnes aussi qui, à certains endroits, donc, sont agriculteurs double actifs. Donc voilà, ont un petit élevage ou autre, ont une petite exploitation et souhaitent, n'ont pas forcément la possibilité de s'agrandir, mais qui viennent prendre des missions de remplacement, donc ils connaissent parfaitement le métier. Font des piges, comme on dit. C'est ça. Alors, Monsieur Maginot, merci beaucoup, Monsieur Haas, président national donc, du service de remplacement. Je me tourne vers Christophe Maginot, éleveur à L'Île-en-Barrois. Donc 230 hectares, 70 vaches, 700 000 litres de lait.
essentiellement, vous êtes collecté en bris de mots. On en parlera tout à l'heure du bris de mots. Vous avez aussi des responsabilités syndicales, président de la section laitière de la FDSEA, et administrateur à la Fédération nationale de la production laitière. Est-ce que vous avez déjà eu recours au service de M. Haas, au service de remplacement? Est-ce que c'est un remède aux problématiques dont on parlait tout à l'heure, la qualité de vie, l'investissement parfois harassant du producteur dans son exploitation? Est-ce que vous y avez eu recours, vous, personnellement? Oui, j'y ai eu énormément recours. Énormément? Oui, depuis 27 ans que je suis paysan, j'ai eu recours pendant 26 ans au service de remplacement. Tous les ans, alors pour des congés? Tous les ans pour les congés, pour les responsabilités dans les OPA, pour prendre du Les OPA, c'est les organisations professionnelles agricoles. Oui. À l'époque où j'ai pu avoir des responsabilités chez les jeunes agriculteurs, à l'époque où mon épouse était des responsabilités à la FDSEA, la Chambre d'agriculture, pour prendre des vacances, tout simplement, profiter un peu des enfants. Donc on a eu énormément recours. Et ça se passe bien? Ça s'est toujours très bien passé. Bon, il y a parfois des petits problèmes, mais je veux dire, globalement, ça s'est toujours très bien passé. Il n'y a que depuis 1 an où nous ne faisons plus appel au service de remplacement, mais pour des raisons simples, nous avons équipé l'exploitation d'un robot de traite qui simplifie quelque peu l'organisation du travail et qui nous permet à 3 associés de gérer l'exploitation sans avoir au recours de cette main-d'œuvre qui était nécessaire auparavant. Parce que vous êtes 3. Hein. Voilà, parce qu'on est 3 aussi sur l'exploitation pour faire tourner l'exploitation. Avant, quand j'étais tout seul ou qu'on était en couple, même en système robotisé, ça n'aurait rien changé au problème. Il aurait fallu avoir recours au service de remplacement. Alors, premier message qu'on peut peut-être faire passer aux jeunes qui seraient tentés par l'aventure du lait, on peut prendre des congés et se faire remplacer quand on est à la tête d'une exploitation. Il y a des solutions. Il existe des solutions. Elles ont un coût, mais elles existent. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, puisque on a intitulé avec Marcelin Laratte cette table ronde « La parole est aux éleveurs, est aux producteurs », est-ce que vous pouvez nous parler de votre métier? Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui est un peu pesant? C'est quoi la vie d'un exploitant, d'un producteur de lait? La vie d'un exploitant, c'est d'abord et avant tout, c'est la production d'alimentation. Donc c'est ce qui m'a toujours attiré, c'est être au contact des animaux et pour produire du lait, un aliment sain, produire des céréales qui rentrent, le lait, les céréales, la viande issue du troupeau laitier qui rentre dans l'alimentation. Donc ça, c'était la partie production, vraiment, c'était la partie la plus importante pour moi quand je me suis installé. Et si on peut aller sur aujourd'hui ce qui peut poser problème, ça a été déjà évoqué, mais c'est toute la partie réglementaire, contrainte. Jamais, quand je me suis installé, je pensais en arriver à ce point. Et c'est ce qui peut être un peu, parfois, décourageant. Alors je dis parfois, c'est pas tous les jours, mais je pense que ce sera une problématique qu'il va falloir vraiment prendre en compte. Oui, ça c'est assez spectaculaire. Ça ressort des études de l'ULM, des témoignages. Cette fascination pour la paperasserie et la complexité administrative, on a du mal à s'en sortir avec ça. Monsieur le préfet, je ne sais pas ce qu'on pourrait faire, mais je ne sais pas s'il est encore là, mais c'est vraiment un problème. Mais c'est très clair, si en 96 j'y passais 2 heures par semaine, aujourd'hui j'y passe une journée quasiment. Ça devient, quand il faut tout respecter, de faire attention à tout, et parfois on a des réglementations qui sont contraires les unes aux autres, donc on ne sait même plus ce qu'il faut qu'on fasse. Et des injonctions contradictoires. Alors, vous avez une histoire particulière, vous avez connu un drame, puisque vous avez perdu votre épouse, qui était également votre partenaire de travail, votre associé, et vous avez donc fait confiance aux jeunes, et vous avez recruté 2 jeunes associés. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur la manière dont les choses se sont faites? Les choses se sont faites, j'ai envie de dire, donc un premier associé qui est arrivé en 2017, en fait, un jeune qui était en formation, qu'on a pris d'abord apprenti, en fin de formation chez nous. Donc, BTS BTS, voilà, en apprentissage. Donc il a fait 1 année chez nous, en BTS. La relation s'est très bien passée. Donc on a continué, justement, pour pallier au problème de main-d'œuvre qu'on pouvait rencontrer sur l'exploitation par de l'emploi, sur 1 année. Et puis ensuite, il y a eu une opportunité à proximité de l'exploitation, de reprise d'une petite surface de bâtiment, qui ont permis à ce jeune de s'installer. Donc un deuxième jeune le premier, d'accord. Qui a pu s'installer avec mon épouse et moi sur l'exploitation.
Donc un jeune hors cadre familial, et comme j'aime à le dire souvent, bon, il est rentré dans le cadre. Il est toujours là? Il est toujours là, mais il est rentré dans le cadre familial. Alors, il est rentré dans le cadre familial, mais il venait d'où? Quel était son profil? C'était un jeune qui n'était pas issu directement du milieu, je vais envie de dire. Son grand-père a été exploitant, mais dans un autre monde, j'ai envie de dire, dans une autre vie. Donc il était plus issu du milieu, mais c'est quelque chose qui l'a toujours attiré, depuis sa tendre enfance, j'ai envie de dire. Et d'où sa formation agricole. Et puis il est arrivé chez nous, tout s'est bien passé. Et... Alors il a emprunté, il a mis un peu d'argent, il a mis des billes, comme on dit. Comme oui. tous les jeunes qui s'installent. Hein, voilà. Alors, il a fait partie intégrante, et il fait toujours partie intégrante de l'exploitation. Alors ça, c'est peut-être un deuxième argument pour plaider en faveur de l'installation. C'est l'un des intérêts de l'agriculture, c'est qu'on peut être patron très vite. Bien sûr, on peut être patron. Enfin, vous dites bien sûr, mais c'est pas d'une évidence folle dans tous les domaines. On peut très rapidement être à la tête d'une entreprise. Bien sûr. Oui. Et ça, c'est une aventure. C'est à eux qu'il faut poser la question. Oui. J'ai été à mon temps, mais maintenant c'est aux jeunes. Et donc un deuxième jeune est arrivé pour à la suite du drame que vous avez évoqué. En fait, c'est un jeune qui venait sur exploitation par le biais du service de remplacement. Hein, on y revient. Qui venait régulièrement, qui venait aider le premier jeune à faire les week-ends d'astreinte, et puis qui était installé mais pas au regard des aides et à titre secondaire. Et puis à force de venir régulièrement les week-ends, en semaine, quand il y avait des besoins particuliers, le courant passait bien aussi, on échangeait, et le cheminement s'est fait de nos deux côtés, j'ai envie de dire. De se dire, mais finalement, on est toujours à travailler, disons, il vient toujours travailler chez nous, est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement travailler ensemble? Donc moi, j'ai posé la question à mon associé, mon jeune associé, je lui ai dit, t'en penses quoi? Il me dit, oh, ça m'étonnerait, mais bon, on va toujours poser la question. On lui a posé la question, et la réponse a été de dire, j'y ai pensé aussi. Alors de ce fait-là, on s'est dit, alors, si tout le monde y pense, allons plus loin dans la réflexion. Donc on a réfléchi plus en avant, étudié la faisabilité des choses, et de fil en aiguille, ça s'est fait. Voilà. Et donc aujourd'hui, je suis avec deux jeunes. Il a apporté ses 80 hectares. Il a apporté ses 80 hectares, son exploitation. Il est rentré, il a repris les parts de mon épouse, et voilà. Vous avez fait une espèce de fusion-acquisition, en fait. Et vous êtes trois associés à parts égales. Trois associés. À parts égales, oui. À parts égales, voilà. Alors comment ça se passe, ces jeunes qui viennent apporter leur vision, leur culture parfois il y a des frictions, mais... Alors, dire que tout est rose, ça serait mentir. Par contre, ça vous booste au quotidien. Parce que forcément, vous avez vos habitudes, vous avez votre façon de faire. Les jeunes, ils apportent une autre vision. Et on est confronté à cette vision, et on ne peut pas rester sur ses acquis, sur ses idées. Il faut les partager les uns les autres, et qu'on se dise ce qui va pas. Et on avance, j'ai envie de dire, dans de bonnes choses. Il y a plein de choses que, depuis que je suis installé, j'avais dit que je ne ferais pas. Il y a plein de choses. Et toutes ont volé en éclats. J'avais dit que je ne ferais jamais de maïs, je fais du maïs en silage, maïs épi. J'avais dit que je ne mettrais jamais de robots sur la ferme. Aujourd'hui, on est équipé de robots. Il y a plein de... Et vous ne le regrettez pas, hein? Je ne le regrette pas. Au départ, vous n'étiez pas d'accord? Un peu circonspect? Non, je n'étais pas circonspect, mais c'est... moi, j'aime bien vraiment le fait des animaux. Donc, le fait de mettre un robot, vous n'êtes plus à la traite tous les jours. Donc, et on ne voit pas les choses de la même façon dans les vaches. Donc, il faut quand même, du coup, s'obliger à être présent. C'est des fois le risque de la robotisation, c'est de se dire, le robot, il fait, et puis on va... Non, il faut être là présent, il faut observer, il faut d'autant plus. Comme un médecin qui devrait faire un examen clinique, quand même, malgré tout. C'est là où j'ai du mal, des fois, quand on parle de médecine, de dire la téléconsultation. Des fois, je me dis, c'est quand même un peu limite. Voilà. Mais ces jeunes vous ont boosté. Voilà, j'avais dit que je ne m'associerais jamais avec des tiers. Oui. Bon, j'ai deux associés qui sont tiers. Mais bon, voilà. Et les choses avancent, et je ne regrette rien. Rien du tout. J'ai envie de dire, aujourd'hui, on a une organisation qui fait qu'on peut se dégager davantage de temps libre. On avance dans l'exploitation. J'ai envie de dire, on n'est pas sur toujours la vieille école. Voilà. Alors, c'est bien, mais ça bouscule. Hein. C'est une remise en cause, mais j'ai envie de dire, c'est positif. Et vous n'avez pas cette angoisse donc de la reprise, puisqu'elle se fera naturellement. Vous avez encore le temps. Hein, mais j'ai encore le temps. Mais il y a, la relève est assurée, si j'ose dire. C'est ça. Bon, on peut le dire, oui, la relève est assurée. Oui. Alors, j'ai aussi à côté de moi Éric François, donc créateur d'une
Micro, avez-vous précisé, entreprise de main-d'œuvre temporaire. Vous êtes agriculteur, hein, vous étiez exploitant à Tumeréville, pardon, je ne me trompe pas, et vous produisiez beaucoup, plus d'1 million de litres de lait chaque année, et d'un coup, vous avez tout arrêté. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce virage à 90 degrés que vous avez pris? Oui, bonjour à tous. Écoutez, moi, ça a été très simple. Il m'est arrivé ce qui est arrivé déjà à beaucoup d'éleveurs auparavant et qui en arrivera encore certainement après moi. On était 2 associés, un associé qui n'était pas forcément très laitier, on va dire. Il était plutôt céréalier, enfin, il s'occupait plutôt de la partie céréale, et donc il m'a clairement dit début 2020, voilà, je souhaite me séparer de la production laitière, tu reprends tout et tu te débrouilles en gros, quoi. Donc forcément, on a eu du mal de trouver un accord. Donc on a décidé tout simplement que je quitterais le GAEX, ce que j'ai fait en octobre 2021. Donc on a vendu le troupeau laitier. Lui, il continue la partie céréale seul, donc avec tous les bâtiments vides qu'il y a maintenant sur l'exploitation. Mais voilà, c'était un choix. Et puis moi, du coup, il a bien fallu que je fasse quelque chose. Donc j'ai été 2 fois 4 mois salarié dans 2 exploitations agricoles meusiennes d'ailleurs, où malheureusement ça s'est pas très bien passé. Alors comment dirais-je, c'est sûrement pas qu'à cause des éleveurs, je dois avoir ma part. Non. Quand c'est comme ça, on dit toujours c'est du 50-50. Vous étiez un peu stressé peut-être? Non, je crois qu'il y a une façon d'aborder les choses qui était différente. Et puis d'un autre côté, moi, en 20 ans d'installation, j'ai eu, je sais pas, une trentaine de stagiaires chez moi à la maison. On m'a jamais parlé, enfin j'ai jamais parlé à un stagiaire comme on m'a parlé pendant cette période-là, quoi. Donc voilà, je me suis dit que c'était pas pour moi. Le salariat, vous voulez Le dire. salariat. Donc j'ai un peu réfléchi, puis je me suis quand même rendu compte qu'il y avait un besoin énorme de main-d'œuvre en exploitation, et particulièrement laitière. Donc j'ai décidé le 8 août 2021 de créer ma micro-entreprise. Au départ, c'était location de main-d'œuvre et remplacement temporaire. Et aujourd'hui, finalement, je me rends compte que c'est surtout énormément de location de main-d'œuvre temporaire. Alors, quelle est la différence entre le remplacement et ce que vous faites? En fait, Est-ce que vous avez d'abord d'ailleurs été remplaçant à un moment? Alors, justement, j'ai été parfois salarié du service de remplacement, que ce soit Meuse, Meurthe-et-Moselle, Meurthe-et-Moselle essentiellement. Moselle aussi, j'ai travaillé également pour le service de remplacement de la Moselle au début de mon activité, c'est-à-dire qu'en fait, ils faisaient appel à moi pour faire des piges, comme on dit couramment. Parce que ils avaient un problème de salariés qui n'étaient pas disponibles ou de la demande supérieure à l'offre qu'ils avaient par rapport en termes de salariés. Donc au tout début de mon activité, j'ai effectué quelques piges de remplacement pour le service de remplacement d'une manière générale. Mais vous avez voulu faire autre chose, proposer autre chose. Quelle est la différence justement entre un fait, service de remplacement et une micro-société comme la vôtre? Déjà, la différence, c'est l'autonomie. Donc là, en fait, c'est moi qui choisis là où je vais. Non, mais dans le service que vous rendez. En fait, je crois que le travail en lui-même est identique, totalement identique. Ensuite, peut-être la différence, M. Haas parlait tout à l'heure du temps de travail. Une journée d'un salarié normal, voilà, on est entre 7 et 8 heures, ce qui est tout à fait normal. Moi, je fais rarement des semaines à moins de 50 heures. Mais c'est moi aussi qui le veux bien, puisque j'ai le statut de micro-entrepreneur, donc de chef d'exploitation, je fais ce que je veux, je fais le nombre d'heures que je veux. Donc si je fais ces heures-là, c'est parce qu'il y a aussi une demande chez les clients chez qui je vais. Et donc je ne pars jamais quand le travail n'est pas terminé ou que la journée n'est pas terminée. Sauf si le client me dit, là aujourd'hui c'est bon, tu peux y aller, mais ce qui arrive très 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 rarement. Et donc vous facturez à l'heure? Et donc je facture à l'heure, voilà. En fait, le nombre d'heures multiplié par le taux horaire. Alors, vous ne remplacez pas forcément l'exploitant. Au départ, vous êtes plutôt un renfort de main-d'œuvre. Alors, au départ, ça a été beaucoup du remplacement, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que mes clients, parce que moi je les appelle mes clients, m'appelaient pour remplacer une journée, 2 journées. Et finalement, ils se rendaient compte que lorsqu'ils revenaient, ou même comme un salarié, s'ils sont satisfaits du travail qui avait été effectué, en fait, ils vous rappellent. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. Et du coup, je revenais de plus en plus souvent chez les exploitations pour remplacer. Et finalement, ça se termine. Là, vous allez me dire, ça fait un peu plus qu'1 an, mais je me rends bien compte qu'aujourd'hui, c'est beaucoup. Alors, je fais encore du remplacement, bien entendu, mais c'est beaucoup de la location de main-d'œuvre temporaire.
Donc, Quelle que en soit cas la de période. surcroît d'activité, pourquoi C'est ça. Ou alors surcroît d'activité, ou tout simplement lorsqu'ils ont un chantier particulier, un peu de maçonnerie, des choses un peu particulières à faire, ils m'appellent, voilà, le jour-là, on va faire ça, c'est plus facile à deux, etc., etc. Alors ça marche, me disiez-vous, hein, en préparant J'ai- ça marche beaucoup à la confiance. Confiance. Après, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que je pense que pour les salariés du service de remplacement, ça doit être un peu pareil. Donc j'ai été exploitant agricole pendant plus de 20 ans, salarié agricole avant d'être exploitant agricole pendant 4 ans dans la même exploitation. Et donc si vous voulez, vous avez l'œil entre guillemets, hein, vous voyez bien ce qu'il y a à faire et ce qu'il n'y a pas à faire. Et donc souvent quand les exploitants partaient, moi je voyais bien qu'il y avait ça à faire, ça à faire, ça à faire. J'attendais pas qu'ils me le disent, je prenais l'initiative, je le faisais, ils rentraient, c'était fait. Donc j'avais un petit SMS en rentrant, merci pour ce que tu as fait, voilà, ça fait déjà. Donc j'avais bien compris tout de suite que l'initiative, les agriculteurs aimaient ce genre d'initiative, et du coup ça a engendré de la confiance et puis des jours supplémentaires, et ça s'est développé comme ça. Monsieur Haas, quelle est votre réaction suite à cette aventure entrepreneuriale qui ne vient pas concurrencer le service de remplacement, mais peut-être apporter un service différent, ou peut-être la concurrencer un peu quand même? Est-ce que c'est quelque chose qui est amené à se développer selon vous? Après, c'est des choses qui existent déjà. On le sait que ça existe. Voilà, il y en a, c'est des services qui se font un petit peu partout. Après, de là à être concurrentiel, je serais peut-être un peu plus nuancé, parce que après, à savoir aussi que nous, les services de remplacement, on n'a pas vocation à faire trop de compléments de manœuvre. Voilà. Aujourd'hui, on est vraiment là sur les remplacements pour les motifs que j'avais édités avant dans un certain cadre, parce qu'on a des conventionnements également avec les organismes sociaux, soit avec les assurances, avec Groupama ou avec la MSA, pour la prise en charge des différents motifs. Après, nos statuts ne nous permettent pas de faire beaucoup de main-d'œuvre. On a quelques petites limites à ça. Donc c'est pour ça que quelque part, c'est pas forcément de la concurrence. Il y a un équilibre à trouver. Il y a également des des agences d'intérim qui sont sur le terrain. Et c'est là où je dis aussi toujours à nuancer sur le fait si c'est vraiment un remplacement d'un chef d'entreprise, ou en complément de main-d'œuvre pour pallier peut-être quelque chose qui peut être fait par un salarié. C'est pas du tout les mêmes créneaux, c'est pas les mêmes profils, quoi. Voilà. Alors Eric, 1 an après le lancement de cette activité, ou 2 ans, je ne sais plus, quel bilan vous en tirez? Est-ce que vous êtes un homme heureux dans cette activité? Oui, ça fait un peu plus d'1 an. J'ai lancé ça le 8 août 2021. Oui, c'est 2022, pardon, autant pour moi. C'est le genre de date qu'on n'oublie pas. En 1 an, j'ai fait à peu près, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai fait à peu près 2000 heures de travail facturé. Et là-dessus, je ne compte pas les petits quarts d'heure qui ont été dépassés, ni le temps de déplacement. Donc vous voyez, on arrive à un total d'heures assez important, mais c'est moi qui l'ai choisi. Je veux dire, personne ne me l'impose, c'est parce que j'aime ce que je fais. Ce que j'aime aussi, c'est le retour des... Je dis toujours mes clients, mais bon, c'est essentiellement quand même des éleveurs. C'est quand même... Voilà, vous savez, il y a la fameuse pyramide de Maslow, pour faire un tout petit peu d'économie, où en bas, il y a les besoins primaires, et en haut, il y a les besoins d'accomplissement de soi. Simplement, la gratitude de la personne pour laquelle vous avez travaillé, vous nourrit. Ça nourrit, ça fait du bien, ça vous donne envie de repartir le lendemain. Et moi, ça me plaît. C'est le genre de relation qui me plaît énormément. C'est juste pour en revenir par rapport au service de remplacement. Je ne pense pas qu'on soit concurrent du tout. Mon statut n'est pas concurrent du tout. Je pense plutôt qu'on est bien complémentaires. La preuve, c'est que j'ai déjà travaillé énormément pour le service de remplacement. Ça se fera encore peut-être. Mais je crois qu'il y a énormément de place dans les élevages aujourd'hui pour mon type d'activité. Vous parliez de la jeunesse tout à l'heure. Je crois qu'il y a... s'il y a des jeunes qui veulent un certain désir d'indépendance, parce que c'est quand même l'avantage de ce statut, vous êtes quand même très très indépendant. Il y a quand même énormément de place pour ces jeunes qui voudraient un statut un petit peu particulier et qui permettrait d'avoir une rémunération aussi, je pense, qui leur ferait plaisir. On va peut-être conclure avec Christophe Maginot. Bon, on a compris que les RH, c'était quelque chose d'essentiel, la qualité de vie au travail, la marque employeur, enfin toutes ces notions prégnantes dans bien des secteurs.
Monsieur Giselbrecht, tout à l'heure, parlait d'exploitation entravée. On n'en est plus là aujourd'hui, l'image de l'exploitant qui est enchaîné à sa ferme et qui ne peut plus avoir de vie, etc. On voit bien qu'il y a des solutions. On peut s'associer avec des jeunes comme vous l'avez fait. On peut faire appel au service de remplacement, faire appel à des sociétés comme celle d'Eric. Enfin, il y a une vie après sa journée de travail quand on est producteur. En tout cas, il devrait y en avoir une. Tout à fait. Il y a une vie au-delà du travail. Moi, au-delà de tout cela, je voulais apporter un message en tant que représentant de la FNPL. Pour positiver, on a, au niveau de la FNPL, édité un manifeste fier d'être éleveur laitier français, qui recense toutes les raisons pour lesquelles on peut être fier d'être éleveur laitier. Fier parce qu'on produit une alimentation saine et durable. La protéine du lait, c'est une source de nutriments facilement disponibles, essentielle à la santé humaine. On contribue à préserver l'environnement, quoi qu'on en dise. La matière organique et les prairies des élevages ruminants participent à la fertilité, la qualité des sols, au cycle de l'eau dans les sols et à la captation du carbone. Donc, en gros, l'élevage ruminant est un allié de la biodiversité. On peut être fier aussi de notre modèle d'élevage français, au travers le bien-être animal. Pour produire du lait de manière compétitive, il faut être attaché à fournir à nos animaux un couchage de qualité, des aliments, du pâturage et une alimentation. Et voilà, du confort, disons. Il faut être attentif à cela. Si on ne l'est pas, si on n'est pas attentif au bien-être, la vache, elle ne produit pas. Donc, ou mal. Et le dernier point, c'est on crée de la valeur pour la France et ses territoires. On a bien vu, les entreprises, elles sont implantées dans les territoires. Donc, on est source de valeur et on participe aussi au dynamisme socio-économique de nos territoires et on participe à l'excellence gastronomique au travers de nos produits laitiers. Donc, autant d'éléments qui nous font dire qu'on peut être fier d'être éleveur laitier. Mais tout ça aura un sens, et ça a été déjà dit, que si notre travail est justement rémunéré et bien valorisé. Donc ça passe par une augmentation du prix du lait. Aujourd'hui, elle n'est pas suffisante pour répondre à toutes ces contraintes, j'ai envie de dire. Et le deuxième élément, cet empilement de contraintes qu'il va falloir arrêter à un moment donné, alors que ce soit réglementaire, que ce soit des cahiers des charges qu'on se met nous-mêmes des fois la profession. Aujourd'hui, on fait bien, j'ai envie de dire, il faut le dire, on fait bien. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. Et au contraire, simplifions, essayons de simplifier tout ça. Voilà. Merci beaucoup messieurs. Merci à tous les participants de cette matinée. Le moment est venu de marquer une pause et on se retrouvera à 13h30 avec d'autres tables rondes, d'autres invités. J'ai oublié quelque chose, Marcelin ? Non ? Le repas est pris donc via cet accès à ma gauche. Merci et à tout à l'heure.